Merci à vous, Fahimé Robiol, d'être sur ce plateau. Vous êtes franco-iranienne, chargée de cours à l'ESSEC, auteure de Femmes, Vie, Liberté, Parlons-en aux éditions Edilivre. Pour vous, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, l'Iran est en support des rebelles houthis? Je dirais non seulement des houthis. L'Iran, il a été en support de Hashd el-Shaabi en Irak, des Hezbollah au Liban, des Hamas en Palestine. Et on le sait depuis très longtemps que les gardiens de la révolution, c'est eux qui sont acteurs principaux dans toutes ces crises-là qu'on est en train de vivre. Donc, chaque fois qu'il y a une crise, on va essayer de régler le problème, on met un petit pansement, mais on n'arrête pas de dire qu'il faut que ces gardiens de la révolution soient inscrits sur la liste des terroristes et on ne parvient pas à le faire. Ouais. En quoi concrètement la tête de serpent est à Téhéran. Donc on peut tout faire, mais la tête de serpent, tant qu'on ne le coupe pas, est à Téhéran. En quoi concrètement est-ce que l'Iran aide les Houthis? Alors, en effet, ils n'ont pas des moyens importants pour pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire. On voit bien que quand ils lancent un missile, en perçant, on voit le nom de missile qui est indiqué là-dessus. On sait qu'également pour leurs drones également. On sait que pour ce qui s'est passé au Hamas, tous les outils pour entrer dans tous ces endroits-là souterrains ont été donnés par des Iraniens. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui que la Maison-Blanche continue à dire on pense, et il n'y a plus de doute. Pardonnez-moi, mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? Les Américains ne vont pas attaquer l'Iran. Alors, le problème entre l'Iran et les États-Unis depuis 44 ans, c'est que chaque acteur a ses lignes rouges. On s'approche, mais on ne dépasse pas sa ligne rouge. On attend que l'un fait peur à l'autre pour le repousser. Et ça, c'est un jeu qui a été fait depuis 44 ans. On l'a vu dans les négociations nucléaires avec l'Iran. Regardez. Donc, il faut taper plus fort sur le régime des mollahs. Ce que le peuple iranien dit, ils disent que ce régime est en train de s'effondrer de l'intérieur. Ça fait des années qu'on dit ça, pardonnez-moi, mais ça fait des années et qu'il est toujours là. Quand il y a eu les manifestations étudiantes, absolument, on s'est dit, allez, hop, ça va tomber, ça tombe pas. Vous avez parfaitement raison. Mais pour pouvoir réussir un mouvement dans un régime qui est en train de s'effondrer, il ne faut pas qu'on continue à dialoguer avec. Quand même, c'est troublant que Biden a débloqué 6 milliards de dollars pour 5 prisonniers une semaine avant l'attaque de 7 octobre. Donc vous voyez, chaque fois, c'est comme un prise d'otage. On essaye de dire, bon, on va accepter jusqu'à premier coup. Et ça continue. Je vous fais écouter à l'instant, on vient de le recevoir, la réaction du ministre des Affaires étrangères iranien qui dit quoi? Qui dit évidemment, c'est pas nous. Absolument. On n'a rien à voir avec ça, allons-y. Absolument. En réalité, l'action du Yémen dans la mer Rouge est réellement et complètement une action yéménite de soutien à Gaza. Et cette accusation américaine concernant l'implication dans la récente attaque navale est une accusation infondée contre la République islamique. Bon, on est dans la meilleure langue de bois possible. Patrick Martin-Genier, réaction sur tout ce qui a été dit. Oui, j'avais une question à madame, parce que certains, à contrario, je suis un peu donc question. Certains disent qu'en réalité, l'Iran voudrait plus contrôler les Houthis que l'Iran, même qui est un proxy. Les Houthis sont un proxy de l'Iran, manifestement, vous l'avez dit. L'Iran contrôle le Hamas, contrôle le Hezbollah, contrôle d'autres factions armées. Certains disent que l'Iran n'aurait pas envie véritablement de s'engager à ce que
cette guerre avec Israël, parce que d'abord, les Houthis, le Yémen, c'est loin d'Israël, ils n'ont pas les moyens de frapper. Ce serait par anti-américanisme pour entraîner une sorte d'insécurité et donc laisserait une sorte on va dire, d'indépendance aux Houthis pour menacer ce canal maritime. Est-ce que véritablement, c'est dans l'intérêt de l'Iran de soutenir véritablement les Houthis? Aujourd'hui, le problème du régime iranien, parce qu'il faut les séparer du peuple iranien, c'est que sa survie est par création des crises. Sinon, va s'effondrer. Donc, plus il essaye de créer des crises, plus il peut museler davantage sa population en interne et s'appauvrir la population. Parce que c'est pas forcément l'avantage de l'Iran d'être d'accord avec tout ce que font les Houthis. Est-ce qu'ils n'ont pas une marge d'indépendance, précisément, pour reprendre ce que dit le ministre des Affaires étrangères iranien, qui sait qu'il est menacé par Israël, qui sait qu'il est menacé par les États-Unis, et c'est peut-être pas non plus leur intérêt de s'engager complètement dans cette insécurité sur cette voie maritime. Ce que je voudrais insister là-dessus, le jour qu'on coupe la tête de serpent. Ouais, mais j'ai envie de vous dire bon courage. Hein, parce que attendez. Depuis des années. Attendez. Le jour qu'on coupe la tête de serpent, le jour que les gardiens de la Révolution soient sur la liste des terroristes, on va cesser de dialoguer et commercer indirectement avec l'État, et l'État va s'effondrer. C'est ça qu'on est en train d'insister d'apporter pour le... Mais madame, les jeunes femmes qui ont été héroïques, qui ont manifesté contre le régime de Téhéran, on continue à les pendre, on pend les homosexuels, on pend les jeunes de 17 ans parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le régime, et ce régime, il est toujours là. Et donc, comment se fait-il qu'encore, on rejoint le régime de Poutine? Il y a une police politique, et donc c'est un régime qui tient par la terreur. Comment peut-on simplement envisager qu'un jour, prochainement, ce qu'on souhaiterait, il puisse s'effondrer? La jeunesse est dans la rue sans avoir rien dans la main. Et ce régime, il les tue avec des balles réelles. Bon, on a eu, en effet, beaucoup de soutien des parlementaires européens, les Français et d'autres pays, qui ont dit qu'il faut les mettre dans la liste des terroristes, mais les États ont continué à dialoguer avec. On est tellement intéressés pour libérer nos prisonniers, ce qui s'est passé avec l'histoire de 6 milliards de dollars, avec quelques prisonniers au niveau européen, qu'on a dit, bon, ils se sont calmés, parce que le régime, il est très malin. Il dit, en interne, on a des gros problèmes, on va assouplir, on va faire entrer les inspecteurs de l'AIEA pour visiter. Dès qu'ils partent, on enlève les... Oui, mais ça, on le sait. Bon, oui, d'accord. Puis, évidemment, je veux vous faire écouter le chef des Houthis qui, lui, clairement, menace directement les États-Unis. Si l'Amérique veut envoyer ses soldats au Yémen, elle devra alors affronter au Yémen de manière sûre et certaine, si Dieu le veut, des épreuves bien plus dures que celles qu'elle a subies en Afghanistan et au Vietnam. L'armée américaine est actuellement en train de perdre en mer. Elle lance des missiles d'une valeur de 2 millions de dollars pour abattre des drones d'une valeur de 2000 dollars. Elle est en train de perdre. Et nous attendons avec l'aide de Dieu cette confrontation. Bon, il est sympathique, cet homme-là. Xavier Titelman, ce qu'il dit n'est pas complètement faux. C'est David contre Goliath. Mais on les abat, les drones. Mais bon, le PIB américain est aussi 1000 fois plus élevé que le PIB des Houthis. C'est pas ça le problème. C'est que derrière, effectivement, les Houthis ont toutes les technologies qui leur viennent de l'Iran, qui leur viennent de la Russie. Comment est-ce qu'ils pourraient, avec leur technologie développée localement, tirer jusqu'en Israël ou abattre ou toucher des bateaux? D'où est-ce qu'ils ont des hélicoptères fonctionnels pour pouvoir se poser sur des bateaux, pour pouvoir faire des assauts maritimes de cette manière-là, dignes des armées occidentales? Ils sont clairement soutenus, entraînés
par l'Iran. Ça profite à l'Iran parce que ça appauvrit l'Arabie Saoudite, ça appauvrit l'Égypte, ça appauvrit tous les pays arabes. Ça fait un chaos de plus dans le monde. Bien sûr. Et ça c'est bénéfique pour la Russie parce qu'effectivement, on a moins de missiles de défense aérienne à fournir à l'Ukraine à cause d'Israël, à cause de la Corée du Nord, à cause des Houthis. Donc tout ça, finalement, c'est organisé en sous-main par la Russie via ses proxys iraniens qui, derrière, est capable de... Il y a la Russie aussi derrière, bien sûr. vous. Mais même le Hamas, on en parle. Le Hamas utilise des missiles Kornet qui sont des missiles anti-chars russes fabriqués en Russie. C'est même pas, ça passe par l'Iran. Mais comment est-ce qu'on peut croire que la Russie n'est pas au courant de ce que font ses alliés dans la région? Alors, question quand même, il y a 20 États qui se sont réunis autour des États-Unis, soyons clairs, pour créer une espèce de coalition avec des bateaux, des navires de guerre dans la région. Est-ce que c'est suffisant, Général Richoux, ça ? Alors, il faut d'abord savoir s'il y a un commandement unique ou pas. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question parce que vous ne faites véritablement du bon boulot que quand vous quadrillez, vous partagez. Et c'est pas. Il est assez étroit, c'est étroit, mais la mer Rouge. D'abord, c'est étroit, mais souvenez-vous, il y a un bateau qui s'est fait percuter à peu près au large d'Oman, enfin, à mi-chemin entre le Bab el-Mandeb et puis le golfe, le golfe arabo-persique. Donc, en fait, c'est le Bab el-Mandeb et puis toute la côte sud de la péninsule arabique. Et regardez, aujourd'hui, il y a un bateau dans les côtes indiennes. Jusqu'au golfe arabo-persique. Donc, c'est absolument énorme. Alors, il faut savoir ça, si c'est coordonné. Moi, j'ai quelques doutes. C'est pas forcément une coalition qui est tout à fait, pour le moment, je dirais, cohérente. Et si c'est un empilement de bateaux, forcément, ça limite l'efficacité qu'on peut attendre d'une flotte pareille. En revanche, sur le plan militaire, on voit bien qu'une frégate française arrête des drones, arrête des missiles. Le destroyer américain en a arrêté pas mal également. Nous aussi, il y a une frégate française qui a abattu 2 drones. Voilà, oui. Et puis l'autre jour, je crois que les Américains en ont abattu 14. Enfin, je veux dire, les Houthis ne sont pas en train de prendre la main et en train de déstabiliser les marines qui sont présentes sur place. Le vrai problème, c'est le problème commercial. C'est qu'aujourd'hui, on n'emprunte plus. Même si c'est protégé par les bâtiments, on n'emprunte plus le Bab el-Mandeb avec les conséquences. Le mal est fait. Et voilà, entre 10 et 15 jours pour faire le tour, l'inflation, le surenchérissement, puis la désorganisation du commerce international. Et on oublie un truc, c'est que ça passait par le Bab el-Mandeb aussi pour approvisionner Israël. Et donc, il y a une bonne partie de son approvisionnement qui vient de Chine ou d'Extrême-Orient qui est passé par là. Et donc là, il y a une grosse désorganisation des ports israéliens parce que maintenant, Israël qui dit d'ailleurs on ne se laissera pas faire. Ils ne se laisseront pas faire, mais quand ça n'arrive plus, ça n'arrive plus. Et il y a une certaine paralysie, effectivement, du commerce israélien qui transitait par là. Juste une seconde. Marc Toiti est avec nous, économiste et président du cabinet ACDFI. Marc Toiti, bonsoir. Merci d'être sur LCI. C'est une vraie menace, ce qui est en train de se passer, comme le disait le général Richoux. C'est tout le commerce de cette région qui est en train d'être complètement désorganisé, en quelque sorte. Alors, les Houthis ont gagné leur pari ? Alors, c'est sûr que si ça dure, ça devient dangereux, puisqu'il y a à peu près 12% du commerce mondial qui passe par là. Donc évidemment, si ces 12% ne sont plus là, donc ils vont évidemment être détournés. Donc ça veut dire que ça va évidemment désorganiser. Donc c'est-à-dire que les délais d'attente beaucoup plus longs. Ça veut dire également l'inflation. Certains annoncent qu'elle est gagnée, qu'elle est vaincue. Ben là, il y a évidemment des risques de remontée de l'inflation. On voit également que le prix du pétrole est en train d'augmenter. Il y a également un coût qu'on n'évoque pas souvent, mais c'est le coût des assurances, parce qu'évidemment les assurances, elles vont encore augmenter. Donc là aussi, ça va être répercuté sur les prix de vente. Et puis bon, on en a parlé. C'est important également pour l'Égypte, parce que l'Égypte, il y a pas. On peut parler de Suède. Donc là aussi, ça risque d'assécher un petit peu l'Égypte, et donc l'Égypte qui est dans une situation très compliquée économiquement. Donc on voit que même les pays, peut-être, je dirais, voilà, les pays comme l'Égypte risquent d'être concernés aujourd'hui. Donc tout le monde effectivement est concerné, et ça peut avoir bien sûr un impact sur l'économie mondiale, sachant qu'on est déjà aujourd'hui au niveau mondial en stagnation économique. Donc ça ne va pas arranger les choses, d'où effectivement l'empressement des États-Unis, un peu tout le monde, parce qu'il ne faut pas que ça dure. Si ça s'arrête rapidement, ça ira encore, mais si ça dure trop longtemps, alors là il y aura des conséquences beaucoup plus dramatiques d'un point de vue économique. Mais est-ce que le mal est déjà fait ? Je parlais de CGA-CGM, par exemple, qui est l'un des plus grands affréteurs de fret maritime mondiaux, qui laisse un certain nombre de bateaux à quai à Marseille en disant on n'y va pas. C'est le cas de plus en plus de sociétés d'affréteurs ?
C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a un problème d'assurance aujourd'hui. C'est-à-dire que tout simplement aujourd'hui, les assureurs vous disent si vous voulez passer par là, évidemment, on va exploser les coûts d'assurance. Donc finalement, est-ce que ça vaut le coup de passer par là? Sans parler bien sûr des dangers pour les équipages, parce que là aussi, on n'en parle pas trop, mais il y a quand même des dangers. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu trop de dégâts, mais ça pourrait arriver. Donc c'est pourquoi le mal est en partie fait. Mais bon, ça ne fait que commencer. Si jamais, évidemment, on retrouve une certaine stabilité dans la région, et du moins que les bateaux peuvent passer sans trop, je dirais, de difficultés, alors là, évidemment, ça n'aura pas d'impact durable. Mais c'est vrai que d'ores et déjà, on le voit par exemple sur les prix du pétrole ou les prix des matières premières globales, ce qu'on appelle l'indice CRB, toute matière première confondue, ça commence déjà à augmenter. Donc attention, nous aussi, ça paraît très loin tout ça, mais on aura des conséquences puisque ça va générer une petite augmentation des coûts. Donc comme on a déjà une inflation qui est très forte, ça va encore alimenter l'inflation, donc casser le pouvoir d'achat. Vous voyez, les effets pernicieux sont déjà là. Il faut, espérons que ça va vite s'arrêter, sinon évidemment il y a des conséquences plus durables. Et jusqu'à présent, on peut tenir entre guillemets, c'est-à-dire que l'impact est limité. Mais si ça reste effectivement plus longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, alors là, a fortiori, ça reste d'avoir des vrais impacts. Mais n'oublions pas qu'il y a également, on l'évoquait, je crois, les bateaux chinois également qui sont concernés. Donc, oui, je pense qu'on peut avoir une coalition mondiale pour qu'on retrouve justement une certaine normalité de ce passage donc, en mer Rouge via le canal de Suez. Puis, dernier point, on n'a pas parlé, c'est de l'autre côté, le canal du Panama, il y a également la stress. Donc, le commerce mondial aujourd'hui, il est complètement déstabilisé, du moins par les bateaux. Et donc là aussi, si on devait arrêter tout cela, ça aurait des conséquences durables pour notre quotidien, pour les approvisionnements, pour l'inflation, donc pour également le pouvoir d'achat et la consommation. C'est gai, et on le rappelle, le commerce maritime est très fortement majoritaire dans le monde. 80%. Pour l'instant, oui, bien entendu. Mais alors, c'est vrai qu'il y a, ou alors on peut passer par les avions, mais ça coûte évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. Et puis donc globalement, c'est vrai que c'est plutôt bien testé entre guillemets. Il n'y a pas trop de danger. Donc c'est pourquoi aujourd'hui l'essentiel du commerce mondial passe bien sûr toujours par voie maritime, avec là aussi le problème des délais. C'est si on doit contourner par l'Afrique, effectivement, alors là, ça va rallonger de l'ordre de 40% l'ensemble des délais, plus les équipages, plus les coûts. Donc c'est sûr que ça peut mettre à mal, effectivement, le commerce mondial à moyen terme, sachant que n'oublions pas, si on voit les derniers chiffres qui sont sortis avant même ces épisodes dramatiques, on a une situation de l'économie mondiale qui est proche de la stagnation économique. C'est-à-dire, c'est pas encore la récession on l'a chez nous et en Europe, chez nous en France et en Europe. Au niveau mondial, c'est la stagnation. Si encore on ajoute effectivement ces difficultés, alors là, ça peut générer une récession mondiale, donc avec des impacts durables pour l'ensemble de la planète. Merci beaucoup, Marc Toiti. On est en plein dans l'effet domino ou l'effet papillon. Un problème sur le globe et c'est toute la planète qui est impactée. On ne peut pas laisser ce danger se perpétuer parce que c'est un véritable danger, ça vient d'être dit, sur l'économie, sur la sécurité. Et donc c'est pourquoi, personnellement, moi je pense que ce n'est pas encore une coalition, sous quelle forme, mais nous avons les moyens de détruire à la source ce danger. Ouais. Et il faut le faire le plus rapidement possible. Quand un si petit nombre gêne un si grand nombre, tout le monde y va. Alors, les outils, je remarquerai simplement, je voudrais terminer une chose, si je peux me permettre, c'est que donc les outils sont dans une zone tout à fait stratégique, le nord-ouest du Yémen. Votre carte est tout à fait parlante, elle est intéressante, en ce sens effectivement qu'on voit que c'est une partie du Yémen qui est contrôlée par les Houthis, qui est un groupe rebelle, et donc ils sont vraiment à la jonction. Et c'est eux. Et donc, ils sont, je crois, plusieurs milliers de combattants. Mais ils ne sont pas du tout majoritaires dans le pays. Ils sont pas majoritaires, mais ils sont en rébellion contre l'État. Et ils tiennent une bonne partie, le nord-ouest, et on voit bien que c'est une région tout à fait stratégique. Ce sont des chiites. Voilà. Et donc, excusez-moi, mais 2-3 missiles doivent permettre, avec les moyens satellitaires, d'aller détruire. Alors, je ne suis absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord. 3 missiles, l'affaire est réglée, c'est impossible. Non, je ne vais pas dire 3 missiles. Je dis quelques missiles, notamment. Si on veut régler le problème, il faut aller les chercher au sol. Ah bon? Et donc, mais bien sûr, on n'ira pas les chercher au sol. C'est un problème. S'ils décident que c'est durable, ça va rester durable. Il n'y a aucun moyen de les déloger. Voilà. Et moi, je pense que le problème, après, il peut y avoir des négociations, ça se résoudra de manière politique. Il est impossible de déloger les Houthis qui détiennent un tiers du Yémen à cet endroit-là et de les empêcher de nuire avec 2-3 missiles, etc. Les Israéliens vont le faire. Mais ils vont faire des dégâts, ils vont abattre une batterie, etc. Mais non.
Mais non, c'est pas comme ça la guerre. C'est pas une guerre, c'est des frappes. C'est pas comme ça la guerre et c'est pas comme ça les frappes. Il est impossible, avec quelques frappes, de réduire au silence les Houthis. Voilà. Donc c'est simple. Et si on veut vraiment les réduire au silence, c'est une opération au sol. Et donc c'est quelque chose de très lourd qui n'aura pas lieu. Si les Chinois y vont, si les Japonais y vont, s'il y a une espèce de coalition mondiale, les Houthis vont pas représenter grand-chose. Ce qu'on va réussir à faire avec une coalition à la mer, c'est effectivement d'établir une bulle anti-aérienne qui empêchera les drones et les missiles d'arriver. Bien, donc ils n'ont aucune chance de gagner effectivement ce combat maritime. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura que les navires de guerre qui seront dans le Bab el-Mandeb et les autres continueront à faire le tour, pour les raisons que M. Touati a dit, c'est-à-dire l'augmentation de tous les coûts, des assurances, etc., et des risques qui sont pris qui sont inadmissibles. Ouais. Et en fait, c'est ça le résultat. Parce que les bâtiments qui sont déployés là ont parfaitement les moyens d'établir une bulle anti-aérienne qui sera étanche. Mais les bâtiments civils ne passeront pas par là. Tant qu'il y aura du danger, ils ne passeront pas par là. Le mal est fait, c'est tout. Guillaume. Les Israéliens iront frapper, les Israéliens iront frapper. Ils l'ont dit, comme ils le font en Iran. Ils vont frapper, ça ne changera rien du tout. Ça peut changer la bataille. Est-ce qu'on laisse donc aux Houthis la maîtrise du calendrier? Parce que visiblement, c'est exactement ce qui est en train de se passer, et combien de temps on leur laisse désorganiser le commerce mondial dans ces proportions-là. Là, on voit qu'il y a une coalition qui se crée et qui, par ailleurs, montre assez rapidement les muscles, beaucoup plus vite ou moins timidement que lorsqu'il s'agit d'exiger un cessez-le-feu à Gaza. Parce que là, il est question du commerce mondial et que les intérêts sont plus ou moins vitaux, ou en tout cas prompts à organiser une bulle de protection. À partir de là, vous avez deux options. C'est une option défensive qu'on vient d'illustrer avec le général Richoux, mais qui coûte extrêmement cher parce que tout ça est asymétrique, c'est-à-dire qu'un drone à $20 000 éliminé par un missile qui en vaut 1 million, on comprend bien que ce jeu est à l'avantage des Houthis. Par ailleurs, il y a une question de ravitaillement parce qu'à un moment donné, quand vous tirez un missile depuis un destroyer ou alors depuis en fait un navire qui croise un navire militaire, il faut à un moment donné le ravitailler. Il faut donc des avions qui atterrissent quelque part dans la région. Il faut donc un port ou accoster à un moment ou à un autre. En tout cas, il faut que les gens sortent du bois, par exemple l'Arabie Saoudite ou par exemple d'autres pays dans la région. Il faut relever les bâtiments. Voilà, les bâtiments, vous avez restent pas à la l'option mer. offensive qu'on illustrait. Mais si tout le monde y va. On parlait à ce moment-là, l'option offensive, ça veut dire aller taper directement, aller taper au Yémen. Il faut imaginer qu'on est quand même dans quelque chose de régional. On parlait d'Iran tout à l'heure. Il est toujours plus facile de parler d'Iran parce que dans la tête des gens, l'Iran, ça parle beaucoup plus que les Houthis, qui sont une milice, qui est un proxy de Téhéran. Mais les Houthis, ils jouent une partition depuis un certain nombre d'années au Yémen, et notamment contre le pouvoir central. Ils étaient en guerre contre une coalition qui était menée par l'Arabie Saoudite, à laquelle d'ailleurs la France fournissait des armes pour aller taper les Houthis. C'est une milice qui s'est considérablement aguerrie ces 8 dernières années, qui aujourd'hui dispose d'un arsenal extrêmement efficace. Pardonnez-moi. Ils ont signé un cessez-le-feu avec les autorités et l'Arabie Saoudite officielles. N'a absolument aucun intérêt à avoir une conflagration régionale à sa frontière. C'est pour ça qu'elle est... Mais alors attendez. Madame Robiol, donc l'équation est extrêmement complexe. Évidemment, s'il faut négocier avec quelqu'un, on négocie avec qui là? S'il faut négocier avec quelqu'un, moi je dirais qu'il faudrait un petit peu que Blinken sorte de ces simples déclarations et vraiment montrer qu'il y a une volonté et qu'il y a une vraie puissance à Washington pour faire quelque chose. Ça, je ne suis absolument pas sûre. Et donner la chance à nouveau pour aller chercher la négociation avec les Iraniens, à nouveau, on va donner plusieurs milliards de dollars. Et puis peut-être ça va se calmer pour quelque temps et on va avoir une autre crise ailleurs et au même niveau. Et donc c'est pour ça que je dis, pour moi, la solution n'est pas d'éteindre le feu lorsqu'il y a un coin et puis dès qu'on à peu près c'est éteint, on va commencer à avoir un autre endroit. C'est un régime qui vit avec... Pour vous, la seule solution, c'est de faire tomber le régime iranien. Oui, bon. Mais on n'en est pas là, malheureusement. Écoutez, monsieur, j'ai dit plusieurs fois que les Iraniens ne veulent pas une intervention militaire. Les Iraniens, la seule chose qu'ils demandent, c'est arrêter de dialoguer et travailler avec l'Iran. Comment on contourne aujourd'hui l'embargo pétrolier? Parce qu'on achète le pétrole par des navires iraniens, qu'on change dans l'océan, dans d'autres bateaux, on mélange un petit peu les pétroles irakiens
pour qu'on ne voit pas le tressage. Et tout le monde est en train de faire comme ça. Et on contourne les sanctions. Absolument. Bon. Je vous fais lire ce que dit un général iranien. Alors là, on est déjà inquiet, mais alors là, ça se corse. Les États-Unis devraient bientôt s'attendre à la fermeture de la mer Méditerranée, rien que ça, du détroit de Gibraltar et d'autres voies navigables. Bon, c'est un général iranien qui nous dit ça. C'est bravache, c'est quoi, Xavier Titelman? Il faut arrêter un moment. Évidemment, ils ont une capacité de nuisance qui est large. L'Iran a des missiles Shahab 4 qui peuvent même toucher la France s'ils le souhaitent, théoriquement en tout cas. Donc on sait qu'ils ont une capacité de nuisance qui est importante. Maintenant, être capable de bloquer le trafic maritime. Le bateau qui a été attaqué par les Houthis, c'était un bateau qui partait de Turquie, qui allait en Inde et qui était immatriculé dans un pays du Nord, en Norvège, je crois. Donc de toute façon, ils attaquent même pas Israël, ils attaquent tout ce qui se passe parce que ça coûte aux pays autour. C'est un prétexte pour aider nos frères palestiniens. Bon. Les premiers pays qui souffrent de cette situation, nous on se plaint d'avoir 3% d'inflation, c'est l'Égypte. C'est son deuxième revenu de l'État égyptien qui ne marche plus parce qu'il n'y a plus le canal. Le passage du canal de Suez. Oui. Bahreïn, c'est le seul pays qui a officiellement dit qu'ils allaient intervenir dans cette task force. Parce que eux, évidemment, ils sont touchés. L'Arabie Saoudite qui ne peut plus exporter son pétrole, les Émirats qui subissent des missiles qui tombent de la part des Houthis, Oman avec son trafic et également le tourisme qui est en berne à cause des Houthis. Donc les premières victimes des Houthis, ce sont les pays arabes autour. Et c'est eux qui participent à cette coalition. Mais à cause de la rue arabe qui se dit « Ah, les Houthis, ils sont gentils, ils soutiennent les Palestiniens », ils n'osent même pas le dire. Et les pays participent sans oser se révéler, sauf Bahreïn qui s'est dit, bon voilà, nous, on assume d'être présents. Et moi, je vais faire un parallèle avec la Task Force 151, qui est la Task Force qui est présente au large de la Somalie depuis des années, qui a réussi à endiguer le problème des pirates, du terrorisme et de la piraterie maritime au large. On pourrait faire la même chose, mais effectivement, tant qu'il n'y a pas les assurances... C'est ce qu'on est en train de faire. Mais sans aller frapper au sol, c'est pas du tout la même dimension. Les interventions au sol en Somalie se sont révélées être des grands échecs. On ne fera pas la même chose au Yémen. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que sur la Méditerranée, il y a quand même 2 porte-avions, il y a 2 forces aéronavales complètes américaines. Plus la nôtre. Le Ford, c'est un tiers de l'avion de chasse française. C'est 79 avions. On a le Charles de Gaulle à Toulon. Oui. S'il y avait vraiment une menace en Méditerranée, moi je pense qu'à ce moment-là, les Américains n'hésiteraient pas à frapper directement l'Iran. Je pense que là, il y a un avertissement. Ah oui, je pense. Là, véritablement, en Méditerranée, ça irait très loin si on commençait à... l'Iran, directement... Là, l'Iran n'est pas impliqué. Il dit, je ne suis pas impliqué, c'est les Houthis. Ouais. Non, mais là, sont tranquilles. Mais on les condamne pas. Mais si les missiles partaient directement d'Iran, je pense qu'il y aurait des forces... Tout le monde irait. L'Arabie Saoudite, la Turquie, tout le monde. Je voudrais dire également et ça, les Iraniens le savent. Voilà, ils le savent. Quand on déploie le 7 octobre, il y a 2 porte-avions, les forces aéronavales. Il y a des destroyers, les frégates, les sous-marins nucléaires qui sont autour, etc. C'est des dizaines de bâtiments. C'est absolument gigantesque ce qu'il y a au large du Liban et de Gaza. C'est absolument gigantesque. Je voudrais rappeler également, dans ce combat symétrique, on dit un missile, ça coûte 1 million d'euros. Ça coûte pas 1 million d'euros. Un missile, quand on lance un missile, ça coûte la solde des équipages, ça coûte le fuel qu'on met en mer, ça coûte l'heure de fonctionnement d'un destroyer à la mer, ça coûte le ravitaillement, ça coûte tout ça. Et ça coûte donc ça coûte des millions d'euros, en fait. Ouais. Je crois que le Charles de Gaulle, c'était un truc, ça doit être un coût de fonctionnement de 50 000 euros de l'heure, un truc comme ça. C'est absolument gigantesque. C'est pas comme ça. C'est la guerre. Voilà. Oui, mais c'est la guerre. Mais quand ici, il faut... maintenir une force aéronavale, une force de cette importance dans le Bab el-Mandeb ou dans le coin pour des mois, vous voyez ce que ça va coûter. C'est un véritable coût. Et puis après, il faut relever les équipages. C'est-à-dire que quand on a envoyé une frégate, encore faut-il qu'on veuille bien envoyer une frégate en relève. Ouais. Vous voyez. Donc tout ça, c'est pas assuré, c'est pas établi du tout dans la durée. Mais ce qui ne manque pas d'inquiéter le monde entier, c'est quand même que c'est un conflit qui est une espèce de prolongement d'Israël-Hamas et qu'on n'avait peut-être pas forcément vu venir. Bon, voilà, c'est encore une fois l'effet papillon. Tout le monde se demande, mais est-ce que cette affaire, ça ne va pas devenir entre l'Ukraine, Israël, Hamas, les Houthis, etc., une sorte de guerre mondiale. Ouais. Alors, les Américains suivent aussi d'extrêmement près le conflit entre Israël et le Hamas. Écoutez ce que vient de dire Joe Biden, qui vient de s'exprimer, et qui dit on ne veut pas forcément un cessez-le-feu en Israël. J'ai eu une discussion privée. J'ai pas demandé de cessez-le-feu à Netanyahou.
Bon, il n'a pas demandé de cesser le feu à Netanyahou. Dans le même temps, l'ONU, hier, au Conseil de sécurité, a voté une résolution, on va peut-être la voir, pour dire on demande que l'aide humanitaire arrive le plus vite possible. Et là, les Américains ne se sont pas opposés à ça. On est dans quoi, là? J'ai envie de demander à Patrick Martin-Genier. Est-ce que les Américains sont en train, petit à petit, de soutenir Israël de plus en plus loin, avec des pincettes, commencent à avoir si vous voulez, des scrupules? on l'a déjà abordé. D'abord, on a bien vu ces pérégrinations de ce projet de délibération du Conseil de sécurité. Ça a été retardé plusieurs jours. Pourquoi? Parce qu'il fallait une résolution qui avait été proposée par les Émirats arabes unis. Il ne fallait certainement pas parler de trêve, de cessez-le-feu, parce que de toute façon, les États-Unis continue à soutenir Israël, il faut le dire, et que s'il était question de cesser le feu, les États-Unis auraient opposé un veto. Donc là, ils se sont abstenus également, la Russie, laissant passer pour une aide humanitaire. Ouais. Non, effectivement, vous avez raison. On sent quand même que les États-Unis... Regardez le dernier communiqué, je vous dis ça en temps réel, parce qu'on me le dit à l'oreille. Regardez le dernier communiqué de la Maison-Blanche, qui dit quoi? Ça aussi, elle ne l'aurait peut-être pas dit il y a 15 jours, on va essayer de le découvrir. Le président Biden donc, a souligné le besoin crucial de protéger la population civile, dont ceux qui contribuent aux opérations d'aide humanitaire, à l'importance de permettre aux civils de quitter en sécurité les zones où les combats continuent. Il y a une inflexion. Il y a quelque chose, quand même, là. Il y a quelque chose, parce que ça fait plus de 2 mois qu'il y a ce conflit, premièrement. Deuxièmement, on a déjà eu l'occasion de le dire, les États-Unis rentrent en campagne électorale, et on a bien vu cette fracture de la société américaine, notamment dans les universités, où il y a une part de plus en plus importante de l'électorat démocrate qui soutiennent non pas le Hamas, attention, mais la cause palestinienne. Et donc, ces images, on voit bien effectivement que cette guerre de la communication fait rage, et qu'aujourd'hui, par exemple, on a appris que 76 membres d'une famille élargie de Gaza avaient été tués dans un bombardement. Donc, le Hamas dit 200 morts ces dernières 24 heures, et on en est à plus de 20 200 morts depuis le début, de 20 000, tout à fait, après le 7 octobre. Et 76 membres d'une même famille. Je vous montre ces images qui sont, alors pas forcément celles-là, mais qui sont au camp de Jabalia, c'est au nord de Gaza. Terribles images, où vous avez des secouristes palestiniens qui vont enterrer des corps dans une fosse commune, tellement il y en a, et qui les mettent dans des bulldozers. Parce qu'il faut aller vite. Parce que la situation est absolument catastrophique. On en est là. Sur place. La situation est absolument catastrophique sur place. Alors effectivement, ce texte de résolution sur proposition émirati a été vraiment calibré au mot près pour que les Américains ne posent pas leur veto. Finalement, il s'agit de l'octroi d'une aide en urgence aux populations palestiniennes. Effectivement, les chiffres qui sont donnés par les autorités locales sont catastrophiques, puisqu'on parle de 20 000 civils morts, mais qu'en réalité, même au sein du département d'État, on estime que ces chiffres sont plus importants encore, parce qu'il y a le côté décombre. Par ailleurs, la question qui se pose, et aujourd'hui, qui a parfaitement en tête M. Biden, qui soutient encore, effectivement, M. Netanyahou, c'est qu'est-ce que cherche à faire l'État hébreu dans sa riposte à l'attaque terroriste à très grande échelle qu'a mené le 7 octobre le Hamas. Est-ce que c'est détruire le Hamas, ou alors est-ce que c'est détruire Gaza, le nord de la bande de Gaza, pour moitié. La version officielle, c'est détruire le Hamas. La version officielle, c'est détruire le Hamas. Mais lorsqu'on regarde dans les faits ce qui se passe, le nord de la bande de Gaza, pour moitié détruite. Un quart de la ville de Khan Younes, qui concentre l'attention aujourd'hui, est détruite. La situation humanitaire sur place est catastrophique. Près de 90% de la population palestinienne qui est en situation de manque de nourriture chronique. Ce qui veut dire que quelque chose de catastrophique, encore une fois, est en train de se passer. Et ce qui a été obtenu, c'est le minimum vital pour les populations civiles qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont toutes, pas forcément toutes, des adhérentes. Et où c'est la famine en ce moment à Gaza. Et la famine menace. Donc, la question qui est posée est véritablement celle-ci. Monsieur Netanyahou, il sait parfaitement que la montre est en train de tourner, qu'il faut que Israël remplisse ses objectifs. Pour le moment, Israël dit qu'il a abattu l'équivalent de 7000 combattants, mais ce qui voudrait dire qu'il en reste encore 20 ou peut-être 25 000 à éliminer. Il n'y a toujours pas d'image de guerre victorieuse. Par exemple, Yahya Sinwar, qui est le chef du Hamas à Gaza, qui n'a toujours pas été abattu. Pour le moment, beaucoup de questions se posent sur cette offensive. Ça maintenant fait 78 jours qu'elle dure. Vous savez, il y a un vieux principe clausewitzien qui dit que le vainqueur est celui qui n'est pas vaincu. Pour le moment,
à Gaza, le Hamas n'est toujours pas vaincu. Cela fait 78 jours que cela dure. La situation, elle est catastrophique. Alors évidemment que Biden fait le service après-vente, mais pour le moment, on en est là et les images... Oui, mais on sent quand même l'inflexion américaine ce soir. Je vous montre ces nouvelles images parce qu'elles arrivent en permanence. C'est le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, et Benny Gantz, qui est membre de la Knesset et chef du cabinet de guerre, qui sont à Gaza, en visite aujourd'hui pour aller voir et visiter les soldats. Donc ils n'hésitent pas à se montrer à Gaza même. Dans la bande de Gaza. C'est au nord de la bande de Gaza, évidemment. Pas dans la zone urbanisée. Mais ils sont quand même sur la bande de Gaza. Et écoutez ce que dit le porte-parole de l'armée israélienne. Au cours du week-end, nous avons étendu nos opérations terrestres au sud et au nord de la bande de Gaza. Les combattants mènent des combats acharnés en pénétrant dans les nouveaux bastions du Hamas. Donc on accélère, en quelque sorte. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Est-ce que vous comprenez, général, ce qui se passe, vous, en tant que militaire ? Moyennement, en fait, parce que je suis absolument de l'avis de Guillaume. Pour le moment, il y a 2 mois d'offensive, ou presque un petit peu moins, 78 jours, ça commence à faire. Et effectivement, on ne voit pas très très bien où va Israël. Et simplement, pour la raison qu'on a déjà évoquée, c'est qu'il n'y a pas de but politique. On ne sait pas ce que... Réduire le Hamas à zéro. Mais c'est un but de guerre, ça. C'est l'ordre qu'on donne au général Richoux. C'est pas l'ordre, c'est pas un but politique. Le but politique, c'est qu'est-ce qu'on fait de Gaza après. C'est quoi la vision politique de Netanyahou et quand est-ce qu'il dit d'abord on a gagné, mission accomplie, on a gagné. À quel moment? C'est après la destruction du Hamas. Comment définit-il que le Hamas est anéanti? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce territoire détruit, qui va être détruit à je sais pas combien de pourcents, avec une population qui manque de tout, etc. Qu'est-ce qu'il veut en faire? On n'en sait absolument rien. Et puis deuxièmement, les résultats militaires, pour le moment, ça a été très bien dit, restent douteux pour le moment. À part les destructions et les morts, on n'a pas le sentiment que le Hamas est à la main actuellement, véritablement. Donc, mais M. Netanyahou, qui est responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre et de la faillite sécuritaire, a tout intérêt à se poser en chef de guerre avec une guerre qui dure pour montrer que lui, il veut absolument avoir le dernier mot dans cette affaire-là. Ça me paraît une évidence. Mais pour le moment, moi, je veux dire, une fois d'abord, ils n'ont pas encore conquis la totalité de Gaza. Je pense que ça va durer encore peut-être 2 mois, peut-être 3, je ne sais pas. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est le grand vide sidéral conceptuel. On a l'assurance qu'on a éliminé tous les chefs du Hamas. Mais comment vous avez l'assurance? Vous croyez que les chefs, les têtes de chaîne, ils sont à l'intérieur, là? Mais un conflit comme ça, on le commande avec les moyens modernes de n'importe où dans le monde. Ils peuvent être au Liban, ils peuvent être en Iran, ils peuvent être même en Cisjordanie, en Égypte, les chefs ont même été transférés en Algérie. Mais ils sont pas là. Là, ils vont tuer de la paille, c'est-à-dire du soldat de base qui est sacrifié à l'avance. Le problème. Mais ils vont pas décapiter le Hamas en conquérant Gaza. C'est absolument. Je vous fais écouter un député du Likoud qui était sur ce plateau il y a encore quelques heures et qui répondait à mes questions. Il s'appelle Boz Bismuth, il parle parfaitement français. Et alors lui, pour sa défense, il défend évidemment Israël, il dit « J'accepte pas qu'on compare nos morts du 7 octobre avec les victimes de Gaza ». Moi, je n'accepte pas le parallèle, je vous explique pourquoi. Bien sûr, on est en Israël, on a un état de droit. On fonctionne d'après le droit international. Nous prévenons les civils avant d'attaquer, ce que bien sûr nos ennemis ne le font pas, vous le savez très bien. Vous parlez de disproportion. Alors vous savez ce qui serait proportionnel? Ce qui serait proportionnel, c'est que nous maintenant, on laisse nos soldats rentrer à Gaza et faire les mêmes atrocités qu'ils ont fait. Jamais de la vie. Nous sommes un état de droit. Bon, il y a un traumatisme qu'il faut absolument prendre en compte et qui traverse la société israélienne. Il faut imaginer aussi, avec nos lunettes d'occidentaux, le traumatisme extrêmement puissant qui a frappé l'intégralité de ce pays le 7 octobre 2023, lorsque le Hamas, sortant de Gaza, est venu assassiner des bambins, des vieillards,
des femmes, les violents, pour certaines, ou prenant ou kidnappant maintenant à peu près 150, en tout cas il y en avait 200 au moins. Il en resterait 129 à Gaza. Donc il y a un traumatisme extrêmement profond et puissant qui traverse plus de 1000 morts israélienne, 1200 morts aujourd'hui, qui est encore en deuil 78 jours après. Donc c'est comme ça un peu qu'il faut lire aussi la réaction de ce député. Ce que je lis aussi, c'est que la douleur est telle d'un côté comme de l'autre qu'elle annule d'une certaine manière l'empathie pour une douleur ou pour l'autre. Or, la réalité, c'est qu'une douleur n'efface pas une autre douleur et qu'une vie vaut une vie quand elle est civile. Le problème, c'est qu'après 78 jours d'offensive, encore une fois, les résultats militaires ne sont pas véritablement affichés comme ils devraient l'être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exhiber encore la tête d'un chef politique du Hamas, celui de Yahya Sinwar à Gaza, ou de Mohamed Deif, qui est le patron de la branche armée du Hamas. À chaque fois, les Israéliens disent qu'ils sont planqués dans leur bunker et ils regardent la télévision. Le Hamas se planque en effet dans ces tunnels, utilise également, il faut le dire, la population de Gaza comme des boucliers humains, parce que ce sont eux qui reçoivent les bombes israéliennes. Ça, c'est aussi la réalité de cette guerre qui est extrêmement difficile à mener, mais quand elle ne produit pas de résultats militaires, et qu'en plus de ça, comme le disait le général Richoux, il n'y a pas d'objectif politique une fois que les fumées seront dissipées à Gaza, on est véritablement dans une situation d'impasse. En tout cas, l'objectif politique qui consisterait à avoir deux États vivant côte à côte, l'un à côté de l'autre en paix, en sécurité, est balayé d'un revers de main pour le moment par M. Netanyahou. Ouais, mais c'est les États-Unis qui décideront in fine s'il doit y avoir deux États. Mais le problème politique, ce sont les otages. Parce que c'est un vrai problème politique en Israël. Il y a encore plus de 100 otages à libérer. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on voit que la société israélienne est en train de se fracturer autour de cet enjeu dramatique. Allez, on va repasser sur la Russie, si vous le voulez bien, avec les élections qui sont le 15 et 17 mars prochain. Et de plus en plus, on s'aperçoit que la mascarade éclate au grand jour. Regardez-la, elle s'appelle